Allô? Antonin, est-ce que tu peux parler pour que je puisse vérifier si je vous entends bien? Ouais, moi je suis là. Ok, je te remercie de ta réaction. J'ai envie de vérifier que tout le monde est au courant de cette TD en visio parce que vous étiez prévenu un peu tardivement, tu comprends? Oui, je comprends, on a été prévenu un peu tôt, un peu tard. Parce que moi, c'est un peu de ma faute parce que hier, j'étais en cours. Et c'est hier que j'ai décidé de faire ça en visio parce que je n'en pouvais plus. J'avais une crise très grave de goutte. C'est pas grave, mais c'est extrêmement douloureux. Et donc, j'ai annoncé à l'administration que hier matin, et voilà, c'est pour ça que vous êtes prévenus la veille pour le lendemain. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres TD où j'ai eu très peu de personnes. Et je m'inquiète un peu pour celui-là. De toute façon, écoute, Antonin, on va faire ce qu'on peut dans ce TD, même si vous n'êtes pas nombreux, et j'espère qu'il y aura donc un enregistrement de cette séance, comme ça, elle sera disponible pour les camarades qui n'ont pas pu être prévenus. Comment tu as reçu l'annonce, Antonin? Moi j'ai reçu un mail hier et ils l'ont envoyé aussi De- dans le groupe WhatsApp, donc tout le monde, enfin, il devrait avoir quand même des gens. D'accord. C'est en fait l'administration qui t'a prévenu au départ, avant que ce soit mis sur WhatsApp? Ouais, il semblerait que ce soit l'administration, ouais. D'accord, ben écoute, on va commencer. Et bon, je ne sais pas si l'un de vous pourrait me dire où est-ce qu'on s'était arrêté dans ces TD. Allez, on va partager un document. On va partager un document. Alors, le document du TD, c'est lequel? Alors, où est-ce qu'il est? Alors là, je suis dans l'exercice 6 et 7. Je ne sais pas, dans votre groupe, où est-ce qu'on est arrivé en tenant? Est-ce qu'on a fait l'exercice 5 et 6 ou pas encore? Alors, tout le monde participe, pas que Antonin, hein, pour me dire à partir d'où on doit reprendre le TD. Est-ce que l'exercice 5 et 6 a été fait ou pas? Et peut-être même le 7. Essayez de me dire à partir d'où je dois reprendre, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, on vous Oui, entend, monsieur. ouais, vous réagissez, s'il vous plaît, même si, parce que des fois, je ne sais pas si le son passe ou pas. Merci, donc, Laurine. Quelqu'un peut me dire si je dois reprendre à partir de quel exercice? Le 6, le 7, dites-moi qu'est-ce que je n'ai pas fait dans ce TD. Et je vous prie de me ménager un peu parce que je suis très fatigué et souffrant à cause de cette crise de goutte que j'ai eue. Alors, Je dites-moi suis si... pas sûr, mais je pense qu'on avait commencé l'exercice 6. Bah, écoute, si on l'a commencé, quelqu'un d'autre confirme ce que dit Antonin ou non? Allez, participez, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'on a commencé les C6. Vous pensez que... alors, le 6, voilà l'énoncé, je le remets devant vous. Vous voyez le document que je partage avec vous? L'énoncé du 6, c'est devant vous, c'est lisible? Oui, c'est lisible. D'accord. Bon, voilà. Donc, même si on a fait un bout, ou peut-être tout, je reprends quand même rapidement. Vous avez une fonction d'utilité, n'est-ce pas, qui est devant vous. U s'écrit X1
X1, alors je vais prendre mon stylo. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Voilà notre fonction d'utilité, n'est-ce pas? X1 fois X2 plus 1, déterminée par la méthode de Lagrange la demande des deux biens. Alors, la méthode de Lagrange consiste à faire, vous voyez donc la chose suivante. Alors, voilà la méthode de Lagrange. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, on dérive donc x1 fois x2 plus 1 plus lambda, comme on appelle le lambda qui est le facteur, le multiplicateur de Lagrange, fois la contrainte budgétaire qui est R moins P1, x1 moins P2, x2, eh bien, ça nous fait les conditions de premier ordre, c'est-à-dire les trois dérivés qui sont là. On dérive par rapport à x1, ensuite par rapport à x2, ensuite par rapport à lambda. Donc, par rapport à x1, si vous dérivez cette quantité-là par rapport à x1, où est-ce qu'il est mon curseur? Voilà, on dérive ça par rapport à x1, tout ça, ça nous donne x2 plus 1, qui est écrit ici, moins lambda. Pourquoi moins lambda? Parce qu'on a lambda multiplié par moins P1. Donc, c'est pour cela qu'on écrit ici moins lambda P1 égale à 0. On fait pareil pour l'autre dérivée par rapport à x2, ça nous donne x1 moins lambda P2. Et quand on dérive par rapport à lambda, on trouve la contrainte égale 0, R moins P1, x1 moins P2, x2 égale 0. Donc, ces deux premières équations, si on fait l'une sur l'autre, ça nous fait x2 plus 1 sur x1 égale à lambda P1 divisé par lambda P2, ça fait P1 sur P2. Donc, nous aurons cette relation-là qui permet de déterminer une relation entre P1 x1, voilà, P1 fois x1, égale à ça fois ça. Donc, ce P1 x1 qui est là, égale à P2 fois x2 plus 1, eh bien, je vais l'utiliser pour le remettre. Je remets cette chose-là, je la remets dans la contrainte. Donc, je remets tout ça dans la contrainte. Ici, ma contrainte donc, devient voilà, ma contrainte qui est ici, elle devient R moins P2 fois, je remplace par x1 que je viens de trouver. Donc, c'est P2 fois x2 plus 1 moins P2 x2. Parce que je viens de trouver que P1 x1 égale P2 fois x2 plus 1. Et donc, quand je développe cette équation, ça me donne une équation en une seule inconnue qui est x2. Là, ça me trouve x2 égale cette R moins P2 sur 2P2, c'est-à-dire R sur 2P2 moins 1,5. Donc, j'ai la relation qui me donne la demande de bien 2, c'est égal à ça. Et j'en déduis la demande du bien 1 qui est P2 fois x2 plus 1 qui me donne cette valeur-là, x1 égale ceci. R plus P2 sur 2P1. Je croyais l'avoir fait tout ça la dernière fois, mais ce n'est pas grave. Hein, on va le...
Donc voilà, si vous voulez, à quoi est égal nos deux fonctions de demande. Donc je rappelle que notre exercice, il demande quoi est égal, les demandes des biens 1 et 2. Alors, je voudrais que vous notiez, s'il vous plaît, une chose qui est un peu, ce n'est pas un piège, mais c'est une chose que j'ai vue tous les ans, les étudiants qui se trompent beaucoup dans cette chose-là. La suivante, c'est que ils savent calculer ce qu'on vient de calculer. Ils savent calculer la fonction de demande, n'est-ce pas? La fonction de demande qu'on vient de faire, là, vous savez la faire. Voilà, on vient de trouver à quoi est égale la première demande et à quoi est égale la deuxième demande, celle de x1 et celle de x2. Mais vous devez retenir qu'une fonction de demande, c'est ce qui est écrit ici. Une fonction de demande, c'est une fonction qui relie les quantités demandées du bien i, x et i, pardon, et les différentes valeurs du revenu et des prix. C'est ça une fonction de demande. Retenez bien cette définition. Il ne suffit pas de savoir calculer, mais il faut aussi savoir dire que signifie une fonction de demande. Ça paraît simple, mais il faut dire qu'une fonction de demande, c'est une demande x, i d'un bien i, elle est égale comme ceci. Une fonction xi, fonction de revenu, de son prix et du prix de l'autre bien. C'est ça une fonction de demande. Ici, elle est écrite comme ceci. La demande du bien 1, elle est fonction de son prix et du prix de l'autre bien, mais aussi du revenu. Il peut y avoir un de ces paramètres R1 ou P2 qui sont absents, c'est possible. Mais en général, ça s'écrit comme ceci. Donc voilà, si vous voulez, à quoi est égale cette fonction de demande. Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question, suppose que le revenu est égal à 90 et le prix est égal à 10. En déduire l'équation de cette courbe de demande du bien 1, la représenter après avoir donné sa définition. La définition, c'est celle que je viens de vous rappeler. C'est pour vous dire qu'un exercice comme ça, vous pouvez l'avoir à l'examen et il y aura toujours une petite question sur un point ou deux dans laquelle il y a, vous regardez ici, la définition. La définition, elle est souvent demandée pour voir si vous comprenez bien le sens au-delà de savoir faire les calculs. Donc, je reviens ici, la question 2. La courbe de demande du bien, voilà la définition qui vous est demandée. La courbe de demande d'un bien indique les quantités d'équilibre de ce bien quand son prix varie, le revenu du consommateur et le prix de l'autre bien restant constant. Donc, j'insiste sur cette définition, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Voilà. La demande d'un bien indique les quantités d'équilibre, les quantités demandées à l'équilibre, quand son prix varie
et le revenu et le prix de l'autre bien restent constants. Il faut bien se rappeler de cette définition. Quelquefois, ça vous permet de ramasser 2 points gratuitement. Maintenant, si on a le revenu est égal à 90 et le prix du bien 2 est égal à 10, alors on remplace ceci dans la fonction de demande de tout à l'heure qui était R fois P2 sur 2, R fois P1, pardon, fois 2P2, n'est-ce pas? R étant égal à 90, nous aurons donc 90 fois P1 fois P2 est égal à 10, donc divisé par c'était combien le résultat de tout à l'heure? J'ai oublié. C'est R fois P2 sur 2P1. Voilà, R fois P2 sur 2P1. Voilà. R fois P2 sur 2P1. Voilà, le R est égal à 90 fois P2 qui est égal à 10 sur 2 fois P1. Ça nous donne donc 90, donc 90 fois 5. Pourquoi c'est égal à cette valeur que je n'attendais pas? Ah oui, j'ai pris l'équation du bien 2, alors que c'est celle du bien 1 qu'on est censé chercher. Alors, l'équation du bien 1, elle est plutôt égale R1 P2 sur 2P1. R1 P2 sur 2P1. R, alors, R plus P2 sur 2P1, voilà. Donc, R P2 sur R plus P2 sur 2P1. Donc, je vais l'appliquer ici. J'efface tout ça. Donc, la valeur est égale à donc X1 est égal à R plus P2 sur 2P1. Eh bien, si P2 est égal à 10, nous aurons donc 90 pour R plus 10 divisé par 2P1. Donc, ça nous donne cette valeur-là, 50 sur P1, puisque c'est 100 divisé par 2, 50. Donc, voilà, si vous voulez, la valeur de cette fonction de demande. Dites-moi si ceci est compris ou pas. Alors, j'attends une réponse de votre part pour savoir pour continuer ou non. Est-ce que c'est compris tout ça ou pas? Ou est-ce que je dois... J'entends pas très bien. Monsieur, Oui. vous avez dit que 90 plus 10, de P1, ça fait 50 sur P1? Non, 90, le résultat c'est R plus P1
R plus P2 divisé par 2 P1. C'est ça? Oui. Ah, Donc, ok. R est égal à 90 plus P2 égale à 10. Donc, ça fait 90 plus 10, n'est-ce pas? Et après, on divise par 2P1. Ça fait 100 divisé par 2P1, donc 50 sur P1. Tu as compris? Oui, oui, c'est bon, merci. Voilà. Donc, maintenant, il nous reste à tracer cette courbe, chose qui est très facile. Donc, il suffit de tracer la courbe comme ceci. Vous avez, si vous mettez, par exemple, vous mettez, par exemple, P égale à 25, vous aurez 50 sur 25. Ça vous donne 2. Donc, X égale à 2. X1 égale à 2. Si vous mettez le prix de P1 égale à 50, vous aurez donc 50 sur 50. Ça fait 1. Vous suivez ou pas? Puisque X1 est égal à 50 sur P1. D'accord? Si vous mettez X1 égale 50, vous aurez donc 50 sur 50, ça fait 1. Si vous mettez par contre P1 est égal à 100, parce que les P1, c'est en ordonnée. D'accord? Si vous mettez P1 égale à 100, vous aurez donc 50 sur 100 égale 1 demi. Vous mettez ici 1 demi. Voilà, vous aurez tracé la courbe. Maintenant, vous faites un commentaire sur ce résultat et cette courbe pour dire quelle est la nature de ce bien. D'accord? Vous notez que c'est un bien tout à fait normal. Il n'est pas un bien JFM, par exemple. C'est un bien normal parce que quand son prix augmente, sa demande diminue. Ou quand son prix diminue, sa demande augmente. Donc, c'est un bien normal. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Ou je dois reprendre quelque chose dans cette explication? Non, merci, monsieur, c'est compris. OK, merci Antonin. Je vais passer à l'exercice 7, si vous êtes d'accord. À l'exercice 7, donc. Alors, l'exercice 7, qu'est-ce qu'il demande? Vous avez une fonction de demande d'un bien qui s'écrit comme ceci, moins 5 fois son prix, plus 30, tout simplement. Et c'est un bien qui est un petit peu, il n'a rien de particulier pour le moment, du moins, parce que quand son prix augmente, comme il est précédé d'un facteur négatif, sa demande va bien sûr diminuer. Pour le moment, ça a l'air d'être un bien normal. Représenter cette fonction de demande avec X1, la demande en abscisse, et son prix en ordonnée. Alors, ça va nous faire une courbe de ce style-là, n'est-ce pas? Une courbe de ce style-là. Et vous avez donc en ordonnée le prix, n'est-ce pas? Et en abscisse la quantité demandée de X1. Comment vous pensez tracer cette courbe de demande, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une idée comme ça? Quelle est la forme de cette courbe de demande? Vous regardez cette expression, elle a quelle forme? Qui me répond à cette question? Si vous mettez PI en ordonnée et X en abscisse,
Est-ce que vous aurez une parabole, vous aurez une courbe convexe, une hyperbole? Qu'est-ce que vous aurez? Non? Vous aurez une droite décroissante. Elle a la forme d'une droite, non? Quand le prix est égal à 0, la demande est égale à 30. Donc, vous aurez ici 30. Et quand le prix, quand x est égal à 0, c'est-à-dire on n'achète rien, alors 5P1 est égal à 30, donc P1 est égal à combien? Égal à 6. 6 fois 5, ça fait 30. Donc, vous aurez la courbe de demande qui aura cette forme-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est une droite qui a la forme, si vous voulez, y égale moins 5x plus 30. Sauf que si le y, c'est P, et le x, c'est notre x1. Vous avez compris ou pas? Vous aurez ce genre de questions sont très fréquentes à l'examen. Est-ce que vous avez besoin d'autres explications pour cette question première? Qui n'a pas compris ce que je viens d'expliquer? OK, je passe à la deuxième question. Passe à la deuxième question. On vous dit définir et calculer les élasticités prix, l'élasticité prix de la demande de ce bien quand le prix du bien P1 est égal à 5. Alors, pour cela, il faut calculer l'élasticité prix. Alors, l'élasticité prix, il suffit de faire, alors, on va la noter comme ceci, l'élasticité prix. E, I, par rapport au prix. Comment on la trouve? Allez, qui peut me dire? Qu'est-ce qu'on doit dériver? On va dériver x1, c'est xi en fait, ça se note xi. Par rapport à quoi? À d de pi. Qui peut continuer la définition mathématique de l'élasticité prix? Allez-y, je vous entends. Allez, la définition d'élasticité. Fois pi divisé par, qui continue? Divisé par xi. Attention, cette définition-là, cette question-là, vous l'aurez tout le temps à l'examen. Donc, je vais faire cette dérivée et je la multiplie par pi sur xi. Alors, quand je dérive ça, la demande xi, par rapport à p, qu'est-ce que je trouve? Qui peut me dire à quoi est égale la dérivée de ça par rapport à pi? Allez, participez un peu. Allez, dérivée xi par rapport à pi, qu'est-ce qu'on trouve? Allez, les enfants, vous dormez là. Vous êtes toujours là?
Oui. Et alors, qui est-ce qui peut me dériver cette demande? La demande qui est devant vous, là, celle-là, x et y. Qui est-ce qui peut la dériver par rapport à PI? Quoi est égal la dérivée de ça par rapport à P? Allez, les enfants, vous dormez là. C'est égal à moins 5. Tout le monde voit pourquoi, j'espère. Donc, je viens de dériver ça. Tout ça, c'est égal à moins 5. Que je multiplie par PI et que je divise par XI. Mais c'est quoi XI? XI, c'est moins 5 plus 30. Moins 5 PI plus 30. Moins 5 PI plus 30. Eh bien, on nous demande de faire ce calcul lorsque PI est égal à 5. Bon, vous faites le calcul, vous remplacez PI par 5 dans l'expression que je viens de trouver ici. Vous aurez donc moins 5 fois 5, ça fait moins 25 sur moins 5 fois 5, ça fait 25 plus 30. Vous suivez ou pas? Non, vous ne suivez pas apparemment. Donc, je reprends. Vous suivez bien si je reprends? Oui. OK, donc je cherche l'élasticité. L'élasticité de la demande du bien I par rapport à son prix. La définition mathématique que vous devez toujours retenir, c'est la dérivée de la demande par rapport à son prix multiplié par le prix sur la demande. Ceci, je l'applique dans ce cas-là. Je dérive XI par rapport à PI, ça me donne moins 5. Et je multiplie ceci par PI sur XI. OK? Donc, c'est égal à moins 5 fois PI, on a dit combien? Il y a la 5 dans l'énoncé, n'est-ce pas? Donc, je fais 5. Et je divise par XI. À quoi est égal XI quand P1 est égal à 5? C'est ici. Je donne la valeur. J'aurai moins 5 fois 5 plus 30. Combien ça donne, ça? Ça donne moins 25. Ça donne moins 25 plus 30. Ça fait combien, ça? Ça fait 5.
Vous êtes d'accord? Oui. Donc, xi est égal à 5 quand pi est égal à 5. Donc, je mets ici, à la place de ce xi-là, je mets 5. Ce qui fait, je peux simplifier par ces deux 5, il reste une élasticité égale à moins 5. OK? Donc, si l'élasticité de xi, l'élasticité prix de bien 1 est égale à 5, qu'est-ce qu'on fait comme commentaire à ce résultat? On dit quelle est la variation de la demande du bien I si son prix varie de 1%. Qui est-ce qui me répond à cette question? Comment varie la demande d'un bien lorsque son prix augmente de 1% si son élasticité est celle-là? Si son élasticité est celle-là. Allez, je veux une réponse rapide à cette question. Sa demande elle varie proportionnellement au prix. Et combien? Puisqu'on a tout pour le savoir. De 1%. Ah, pas du tout. Ça aurait varié de 1%, ça aurait varié de 1% si son élasticité était égale à si son élasticité est égale à 1. Mais là, son élasticité est égale à 5. Qu'est-ce que ça signifie, son élasticité est égale à moins 5? Ça veut dire que si son prix augmente de 1%, sa demande va baisser de 5 fois plus. Donc, va baisser de 5%. Tu me suis? Ok. Voilà. Je répète, même si tu as compris, je répète quand même. Parce que si, par exemple, l'élasticité qu'on a trouvée égale à moins 5, si elle était égale à moins 3, quand on te dit son prix augmente de 1%, comment variera dans ce cas-là sa demande? J'écoute. Faut pas hésiter. Non, vous ne voyez pas? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Donc, j'ai dit tout à l'heure, alors je vais effacer les gribouillages que j'ai fait là. Et voilà, j'ai dit qu'on a trouvé l'élasticité égale à moins 5, n'est-ce pas? Bon, l'élasticité égale moins 5, elle signifie par définition que si le bien, son prix augmente de 1%, sa demande va baisser de 5% de l'élasticité en pourcentage. Donc, si on vous dit que l'élasticité d'un bien est égale à moins A%, moins A, pardon, si l'élasticité est égale à moins A, ça veut dire que si le prix augmente de 1%, la demande baissera de A%. Donc, si ici on avait trouvé 3%, on avait, trouvé moins 3, dans ce cas-là, comment varierait la demande de ce bien si son prix augmente de 1%? Bah, la demande a diminué de 3%. Voilà, très bien. Mais j'espère que tout le monde, tous les autres ont compris, hein. Je voudrais que vous réagissez à ça. Il ne faut pas que ce soit une seule personne qui comprend. Dites-moi les autres, vous avez compris comme votre camarade? Moi, je n'avance pas s'il y a une seule personne ou deux qui ont compris. Je suis un peu dans le doute là.
Non, je vois que vous n'y êtes pas là. Junior, tu as bien compris, je crois. Un peu. Bah, si c'est un peu, je vais rappeler. Si c'est un peu, je vais rappeler, je vais reprendre cette idée. Vous permettez que je la reprenne? Allez, réagissez un peu, répondez à mes questions. Je la reprends ou pas? Oui. OK, je vais la reprendre. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre le principe. Le principe, ce n'est pas les calculs. Parce que si on a trouvé l'élasticité est égale à 5, ça veut dire que la demande du bien varie 5 fois plus que la variation des prix. C'est ça ce que ça veut dire. Si on trouve l'élasticité égale à moins 5, ça veut dire que si le prix augmente de 1%, la demande baisse de moins 5%, baisse de 5%. D'accord? Si je trouve l'élasticité égale à 1, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si le prix augmente de 1%, la demande baisse de 1%. Vous avez compris? Donc, l'élasticité, elle dit en combien de pourcentage augmente ou diminue une demande suite à la variation du prix. Ici, si le prix augmente de 1%, la demande diminue de 5%. Et si je vous dis le prix augmente de 10%, comment va varier la demande dans ce cas-là? Je n'entends pas. De 50. Exactement. Elle va baisser de 50%. Très bien. Si je vous dis le prix augmente de 6%, comment va varier la demande? Elle va baisser de combien? De 30%. De 30%. Voilà. 6 fois 5, elle va baisser de 30%. Je crois que vous avez compris maintenant. Ensuite, on vous dit, voilà, quelle est la nature de ce bien? Quelle est la nature de la demande du bien au prix P1 égale à 5, c'est-à-dire la question qu'on vient de faire? Eh bien, comme sa demande baisse plus que baisse sa demande, si vous voulez, elle baisse 6 fois plus, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce bien, sa demande est très élastique. Vous le notez comme ça, s'il vous plaît. La demande de ce bien est très élastique. Ça veut dire que, pourquoi elle est très élastique? C'est parce que l'élasticité est supérieure en valeur absolue et supérieure à 1. Là, voilà, c'est ce qui est écrit ici devant vous. Voilà, elle est supérieure, l'élasticité est supérieure à 1. En valeur absolue, c'est-à-dire elle est égale en valeur absolue à 5. Donc, supérieure à 1 en valeur absolue. Donc, la demande est, on peut dire, très élastique. Très élastique. Elle varie beaucoup. OK, on passe à la troisième question.
vous faites le même raisonnement à la troisième question, même raisonnement que la question précédente, mais avec PI égale à 1 cette fois, avec prix égal à 1. OK? Quand P égale à 1, on trouve, alors je vais remettre où on était tout à l'heure. Je rappelle que l'élasticité qu'on a trouvée dans la question précédente était que R plus P, alors c'était combien, rappelez-moi? R plus P2 sur 2P1, c'est ça? Donc, quand P1 est égal à 1, ça va être R, c'est 90, plus P2 plus 10, divisé par... non, ce n'est pas ça ce qu'on doit faire. On doit chercher l'élasticité plutôt d'abord. OK, on va chercher l'élasticité. On va calculer l'élasticité tout d'abord. L'élasticité, elle est égale à d de x sur d de p fois p sur x. Alors, d de x sur d de p, elle est égale à combien? On a dit, c'est moins 5, multiplié par P1, PI est égal à 1, divisé par, lorsque PI est égal à 1, à quoi est égal x? X est égal à moins 5 fois P, c'est-à-dire fois 1, moins 30, ou plus 30, pardon. Ça fait 30 moins 5 égale à 25. Donc, ceci est égal à 25. Ça fait moins 5 sur 25, ça fait moins 1 cinquième, c'est-à-dire moins 0,2. C'est ce qui est donné ici. Donc, l'élasticité est beaucoup plus faible, mais elle reste toujours négative. Mais elle est inférieure à 1. Donc, dans ce cas-là, qui est-ce qui peut me dire, voilà, ce n'est pas la peine de vous poser la question. Si le prix augmente de 1% cette fois, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si le prix augmente de 1%, alors, dans ce cas-là, la demande du bien 1 baisse de 0,2%. L'élasticité est donc inférieure à 1. Nous dirons que la demande de ce bien est inélastique. C'est-à-dire son élasticité est inférieure à 1. Vous avez compris ou non? J'attends des réactions. Oui, on Oui, a j'ai compris, compris. monsieur. Ah, je cherche plutôt à voir les gens qui n'ont pas compris, qui doivent poser des questions. Ceux qui ont compris ne m'inquiètent pas, moi. Je m'intéresse à ceux qui ont encore un peu de doute. Alors, si vous avez compris, on va passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est l'exercice 8. Voilà, on vous dit, on estime que la fonction de demande est exprimée de la façon suivante, 20 moins 2P1 plus PJ, où voilà, PJ sur le prix d'un autre bien.
calculer l'élasticité prix de cette demande. L'élasticité prix de cette demande. Alors, on va chercher le calcul. Alors, si je cherche l'élasticité prix de la demande de ce bien, allez, on va la faire ensemble. Hein. L'élasticité prix. Alors, toujours, l'élasticité, c'est la même chose. D de X sur D de son prix. Donc, ici, D de XI sur D de PI, multiplié par PI sur XI. C'est ça que je vais développer. À quoi est égale la dérivée de XI par rapport à son prix dans cette équation? Allez, participez un peu. C'est égal à moins 2. Tout le monde voit pourquoi? Ensuite, je multiplie par PI, n'est-ce pas? PI, je vais noter donc PI. Divisé par XI, c'est 20. Euh, 20 moins 2 PI plus PJ. Voilà. C'est ça l'élasticité. OK? Calculer l'élasticité croisée cette fois. Alors, l'élasticité croisée, c'est D de XI sur D de PJ, cette fois, le prix de l'autre bien, fois PJ sur XI. Donc, c'est le même dénominateur que tout à l'heure, mais je dérive XI par rapport à PJ. C'est égal à 1 cette fois. Je dérive ça par rapport à PJ. Ça donne 1. Donc, je ne mets rien du tout. Fois PJ divisé par XI, c'est-à-dire 20 moins 2 PI plus PJ. Voilà les deux élasticités, l'une directe et l'autre croisée. Évaluer ces deux élasticités lorsque PI est égal à 10 et PJ égal à 5. Donc, on fait l'application numérique. Donc, ça, lorsque PI est égal à 10, ça fait moins 20 au numérateur. Et 20 moins 2 PI sur PJ, qui est la même chose dans les deux cas, ça fait divisé par. Alors, on a 20 moins 2 fois 10 qui font 20. 20 moins 20, ça fait 0. Plus PJ qui est égal à 5. Donc, ici, ça nous fait 20 sur 5. C'est égal à moins 4. Et l'élasticité croisée, ça fait PJ. Donc, PJ est égal à combien? PJ, c'est égal à 5, divisé par le même dénominateur ici, qui est égal à 5. C'est égal à 1. Voilà. On a trouvé les deux valeurs, les deux élasticités. Reste maintenant à faire un commentaire autour de ça, interpréter les résultats. Qui est-ce qui peut interpréter?
Alors, vous notez l'interprétation, s'il vous plaît. L'interprétation, c'est que la première élasticité, celle du bien I par rapport à son prix, elle est égale à moins 4. Ça veut dire que le bien est très élastique. Pourquoi on considère que le bien est très élastique? Sa demande est très élastique. C'est parce que son élasticité est en valeur absolue supérieure à 1. Ça signifie dans ce cas-là où l'élasticité est égale à moins 4 que si le prix augmente de 1%, de combien diminue la demande, s'il vous plaît? De 4%. Exactement, exactement. Maintenant, et donc, si un bien a une élasticité prix qui est en valeur absolue supérieure à 1, donc 1,5, 2, 3 et 4, 5, etc., on dit qu'il est très élastique. Sa demande est très élastique. Ça veut dire que quand le prix varie, sa demande varie beaucoup plus encore. Ici, 4 fois plus. Donc, l'élasticité croisée maintenant, c'est la variation de la demande de ce bien I quand le prix du bien J varie. Et combien on a trouvé? Que l'élasticité croisée est égale à combien? À 1, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle signifie, cette élasticité égale à 1? Ça signifie que si la demande du bien I, si le prix du bien I augmente de 1%, qu'est-ce qui arrive? La demande, elle augmente aussi de 1. Alors, tu peux répéter toute la phrase depuis le début? Si le prix du... Si le prix du bien I augmente, la demande augmente. Non, tu fais une erreur là. Parce que l'élasticité croisée, c'est une dérivée par rapport, non pas au prix du bien, mais la demande du bien par rapport au prix de l'autre bien. Tu as compris? Ou non? Oui. Donc, refais une phrase correcte, s'il te plaît, pour vérifier que tu as bien compris. Fais une phrase autour de cette élasticité croisée égale à 1. Alors, si le prix du bien J augmente, De alors combien? De 1%. De 1%. Alors Alors la demande augmente aussi de 1%. Non. Non. La demande de quoi? Du bien I. Ah, il faut le préciser. Ah, refais la phrase entière bien complète, s'il te plaît. Si le prix du bien J augmente de 1%, alors la demande du bien I augmente aussi de 1%. Très bien. Très bien. Et dans ce cas-là, on dit que le bien I et le bien J sont parfaitement substituables. Notez-le bien, c'est important ça. Ça, c'est le genre de question d'examen, ça. Une petite question sur 2 ou 3 points. Si, lorsque le prix du bien J augmente de 1%, la demande du bien I, cette fois, augmente de 1% aussi. On dit que les deux biens I et J remplacent l'un l'autre. D'accord? Quand le prix du bien J augmente de 1%, je ne l'achète pas et j'achète à la place exactement la même quantité de l'autre bien. Vous avez compris pourquoi les deux biens deviennent substituables parfaitement? Tu as compris ou pas? Dites-moi si je dois expliquer encore cette idée.
Junior, tu as compris? Non, vous pouvez recommencer. Ah, voilà, je vais recommencer cette idée. On est, donc, l'élasticité qui est demandée dans cette deuxième question, c'est une élasticité qu'on appelle l'élasticité croisée. Qu'est-ce que ça veut dire croisée? Ça veut dire que quand j'augmente le prix du bien J, puisque je dérive XI par rapport au prix de l'autre bien J, et que je trouve que c'est égal à 1, ça veut dire que si le prix du bien J augmente de 1%, PJ augmente de 1%, alors la demande du bien I augmente de 1% aussi. Ça veut dire que lorsque le prix, par exemple, du café augmente, bon, je baisse la demande de café et je vais acheter du thé. Donc, si le prix du café augmente et que la demande du thé augmente du même pourcentage, nous dirons que le café et le thé sont substituables pour cette personne-là. Tu as compris, Junior? Oui. Donc, voilà pourquoi on dit, lorsque l'élasticité croisée de la demande d'un bien par rapport au prix d'un autre bien est égal à 1, nous dirons que ces deux biens sont substituables parfaitement l'un à l'autre. Voilà. D'accord? OK, on va passer à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, c'est le 9. Alors, qu'est-ce qu'on demande dans le 9? On vous dit, voilà, si vous voulez, vous avez un consommateur dont on peut estimer la demande du bien 1 qui s'écrit comme ça, R-2. Ça veut dire que c'est égal à son revenu moins 2. Cette demande est exprimée en fonction du revenu, donc calculer l'élasticité revenu de cette demande. Alors, c'est quoi l'élasticité revenu ici? C'est la dérivée de la demande du bien X1 par rapport au revenu. Je dérive par rapport au revenu, qu'est-ce que je trouve? Et je la multiplie par le revenu sur la demande. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? D de R, D de X, pardon, divisé par D de R fois R sur X. Pourquoi je dérive par rapport à R cette fois et non pas comme tout à l'heure par rapport au prix? Parce qu'on me demande de calculer l'élasticité revenu. Vous avez compris? Donc, je dérive X1 par rapport au revenu, qu'est-ce que je trouve? Voilà l'expression de X1. Je la dérive par rapport au revenu, qu'est-ce que je trouve? Qui est-ce qui peut me dire? Allez-y, j'écoute. Dériver X1 par rapport à R, qu'est-ce que je trouve? Je trouve 1. Et que je multiplie par R sur X, ça me donne R divisé par X qui est égal à R moins 2. Donc, je l'écris en plus net ici, R sur R moins 2. On déduit en la nature de ce bien. R-2, R sur R-2, c'est inférieur à 1, puisque R-2 est inférieur à 1. Donc, R sur R-2 est inférieur à 1. Donc, ça implique que ce bien, l'élasticité est revenue
de ce bien est inférieur à 1. Qu'est-ce que ça signifie? Qui peut interpréter cette idée? Qu'est-ce que ça signifie? Qui peut interpréter ça? Ben, vous avez donc un bien qui est un bien normal, tout simplement. Quand l'élasticité est inférieure à 1, on dit que c'est que lorsque le revenu augmente, donc la demande de ce bien augmente. Donc, c'est un bien normal. Et comme son élasticité est excusez-moi, j'ai fait une erreur ici. Regardez, s'il vous plaît. Ici, c'est R sur A moins 2. R sur A moins 2 est plutôt supérieur à 1. Pourquoi? Parce que R est supérieur à R moins 2. Donc, c'est supérieur à 1. Donc, dans ce cas-là, si le revenu augmente, la consommation de ce bien augmente et cette augmentation est un peu plus que proportionnelle. Donc, c'est un bien qui peut être un bien normal, mais peut aussi être un bien de luxe, puisque quand on s'enrichit, on consomme plus encore de ce bien. Voilà donc la réponse à cet exercice. Je passe maintenant à la question, à l'exercice 10. L'exercice 10, on vous dit, on vous demande, voilà, vous avez un vous avez donc vous avez une fonction de demande qui s'écrit de cette façon-là. Et on vous demande de calculer l'élasticité prix de la demande et l'interpréter. Alors, l'élasticité prix ici est toujours facile à calculer. Je vais la mettre ici. D de X, c'est X1, je crois, et voilà, D de X sur son prix fois son prix sur X. C'est égal. Alors, qu'est-ce qui peut me dériver cette fonction de demande par rapport à son prix? Allez, participez un peu. La dérivée de cette fonction de demande par rapport au prix. C'est égal à 50. Non, ce n'est pas égal à 50. C'est faux. Qui est-ce qui peut me dire à quoi c'est égal alors? C'est égal à moins 3 fois 50 fois le prix, la puissance moins 4 fois le revenu à la puissance 2 fois la demande à la puissance 0,1. Ça, c'est la dérivée. Et je la multiplie par P et je la dérive par X. X qui est égal à combien? Ça est égal à 50 fois P à la puissance moins 3 fois R
à la puissance 2 fois D à la puissance 0,1. Alors, qui est-ce qui peut me simplifier ça? C'est facile à simplifier. Bon, on voit que P à la puissance 1 et P à la puissance moins 4, ici, ça devient P à la puissance 3. Donc, ça et ça, je les remplace par P à la puissance 3. Donc, ça devient P à la puissance 3 et j'enlève ça. Et donc, si je mets P à la puissance 3, ben, j'aurai tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est égal à 1. Pourquoi? Parce que c'est x sur x qui est là. Donc, le résultat, c'est égal à moins 3. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris ou je reprends? Est-ce que je dois répéter? Vous voulez que je la reprenne un peu plus bas? Non, ça va. Alors, ben, je voudrais que les autres aussi réagissent si vous avez compris ou pas. Parce qu'il n'y a que du calcul, une simplification. Et ensuite, pour interpréter le résultat, comme toujours, l'élasticité prix de ce bien est égale à moins 3. Elle est en valeur absolue supérieure à 1. Donc, nous dirons que la demande de ce bien est très élastique. Ça veut dire que si le prix du bien X augmente de 1%, sa demande va baisser de 3%, donc 3 fois plus. Donc, le bien est très élastique. Donc, on passe à la question suivante, l'élasticité revenue cette fois. L'élasticité revenue, je vais faire la dérivée, comme toujours. Je fais d de x par rapport à d par rapport à r fois r sur x. Alors, à quoi c'est égal? Je dérive ceci par rapport à r, ça fait combien? Allez, aidez-moi. Ça fait 2 fois 50 fois p à la puissance moins 3 fois r à la puissance combien? À la puissance 1, c'est-à-dire 2 moins 1, fois d à la puissance 0,1. Divisé par, donc multiplié par p tout d'abord. Non, multiplié par r, pardon, puisqu'on élasticité revenue, divisé par x, c'est-à-dire divisé par 50 fois p à la puissance moins 3 fois r à la puissance 2 fois d à la puissance 0,1. Mais si on fait bien attention, on voit que ce R-là fois R à la puissance 1, ça devient R à la puissance 2. Donc, je simplifie ce R-là. Il reste que tout ça, c'est égal à X. Et tout ce qui est au dénominateur aussi est égal à X. Donc, le résultat, c'est égal à 2. Et donc, c'est une élasticité qui est
supérieur à 1 là aussi. Et donc, on peut dire que lorsque le revenu augmente de 1%, la demande de ce bien augmente de 2%. Nous dirons que c'est un bien qui est probablement un bien de luxe. N'est-ce pas? Un bien de luxe, c'est un bien et lorsque le revenu augmente, sa demande augmente plus que proportionnellement. C'est un bien de luxe. En tout cas, ce n'est pas un bien de première nécessité parce que son élasticité est positive et en plus supérieure à 1. OK, je passe à la question suivante, question 3. Élasticité par rapport à D, qui est la dépense de publicité. Alors, je fais la dérivée par rapport à D. Je trouve que D de X par rapport à D de D fois D sur X, c'est égal. Je dérive X par rapport à D. Voilà, je reviens ici. Voilà le D dans l'expression. Donc, c'est égal à 0,1 multiplié par 50 fois P1 ou P à la puissance moins 3 fois R à la puissance 2 fois D à la puissance 0,1 moins 1. Ça fait moins, donc 0,1, je peux les laisser ici, comme ça, 0,1 moins 1. Et je multiplie par D et je divise par X. Je divise par X. Eh bien, je trouve ici une simplification évidente. C'est celle-là. Ça, c'est D à la puissance 1 et ça, c'est D à la puissance moins 1. Je les simplifie. Il reste que tout ceci est égal à X. Donc, l'élasticité par rapport à D est égale à 0,1. Ça veut dire que la demande de ce bien est très peu élastique. On dit qu'elle est inélastique ou faiblement élastique. La demande de bien, D, la demande, voilà, on va dire X si vous voulez, ou la demande de X, est très peu élastique. On dit aussi faiblement élastique ou inélastique complètement, parce que cette élasticité est inférieure à 1. Voilà, donc nous dirons que les dépenses D en publicité, puisque c'est comme ça dans l'énoncé, la dépense de publicité qui est donnée ici dans l'énoncé n'a pas beaucoup d'effet sur la consommation de ce bien. Voilà. Alors, si vous avez compris tout ça, vous voyez un peu ce qui vous attend à la prochaine séance. C'est de me préparer le TD suivant. Est-ce que vous avez le document du TD suivant, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez reçu les documents du TD suivant? Non. Non.
Est-ce que c'est à moi de vous les envoyer? Habituellement, elle les envoie par mail, mais on ne l'a pas eu. Vous n'avez pas reçu encore le mail. Bon, écoutez, est-ce que je peux avoir le mail de l'un de vous, que je puisse lui envoyer ce document en PDF, le document du TD suivant, et que vous le diffusez auprès de vos camarades? Oui, si vous voulez, je vous donne mon mail. Ben, écoute, je vais te donner plutôt le mien qui est beaucoup plus facile à écrire et à retenir. Et tu m'envoies un mail pour me dire coucou. Et moi, je t'enverrai le document de TD que tu diffuseras auprès de tes camarades. Vous avez un compte Facebook ou un truc de ce genre? Ou WhatsApp ou un truc comme ça? Oui, on a un compte WhatsApp. Ben, écoute, alors, je vais te donner, je vais t'écrire mon adresse, n'est-ce D'accord. pas? Je vais t'écrire sur… Est-ce que tu vois toujours le document partagé devant nous? Oui. OK. Voilà, mon adresse mail, c'est Najar, n'est-ce pas? Point Mustapha, tout en minuscule, hein, toujours. Arrobase, free.fr, tout en minuscule. Ça, c'est arrobase. Najar.Mustapha, M-U-S-T-A-P-H-A, free.fr. Tu as bien noté? Oui, c'est bon. Donc, tu m'envoies un… Et tu me rappelles que tu es de microéconomie première année, parce que je fais la même chose avec beaucoup de vos camarades qui sont en deuxième et troisième pour ne pas confondre. OK? Je t'enverrai le document de TD. Comme je ne suis pas disponible à la fac, je n'aurai pas le document papier en attendant que je guérisse de ma crise de goutte là, qui me fait horriblement mal. Et voilà. OK, on se quitte. À bientôt. Au revoir, monsieur. Bon rétablissement. Merci à vous tous et à vous toutes. Bon établissement, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, monsieur. Bon rétablissement. Merci à vous tous et à vous toutes. Au revoir. Au revoir.